Bonjour Annie Sugier. Bonjour. Bonjour Laure Dossi. Bonjour. On a souhaité vous interviewer toutes les deux à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, car vous avez écrit toutes les deux sur deux féminicides similaires qui ont eu lieu à 20 ans d'intervalle. Annie Sugier, vous êtes présidente de la Ligue du droit international des femmes. Avec l'avocate Linda Veil-Curiel, vous avez publié cette année un féminicide en France, Sohane, 17 ans, brûlée vive, aux éditions Le Bord de l'eau. Un livre qui revient sur l'assassinat de Sohane Benziane, brûlée vive en 2002 à Vitry-sur-Seine. Laure, tu es journaliste à Charlie Hebdo. Tu as écrit La Réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles, un livre qui parle du meurtre de la jeune Shaina, qui a également été brûlée vive. Peut-être dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter les raisons pour lesquelles vous avez travaillé toutes les deux sur ces deux féminicides, en nous expliquant pourquoi est-ce que ces deux affaires se ressemblent, alors qu'elles ont, je crois, 20 ans d'écart. Annie Sugier ? C'est pour rétablir la vérité que nous avons écrit ce livre, parce que les médias, quand ils font référence à l'affaire de la petite Sohane, disent que c'était une querelle d'amoureuses. Or, ce n'était pas du tout le cas. Ça, c'était la thèse de celui qui l'a tuée. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça a été un moment de l'histoire du féminisme, un moment où les filles des cités se sont solidarisées pour dire qu'elles étaient victimes de violences spécifiques. Et cette parenthèse s'est refermée en 2005. Et donc, on a l'impression que l'histoire a été gommée de la mémoire collective. Alors, peut-être dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler les faits exacts de ce qui s'est passé avec Sohane, pour les gens qui ne connaîtraient pas le fait divers, qui finalement est assez ancien déjà? C'était le 4 octobre 2002. La police reçoit un appel, les pompiers reçoivent un appel en disant qu'il y a un feu et qu'apparemment il y a des manifestations, des bagarres à Vitry-sur-Seine, dans la cité Balzac. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une toute jeune fille de 17 ans, dans le local à poubelle, a été arrosée d'essence devant ses copines, ses deux copines. À l'extérieur, il y a des garçons, dont un qui tient la porte. Et le garçon qui a versé l'essence a approché un briquet, elle s'est enflammée, elle a poussé la porte, elle s'est effondrée sur l'herbe, elle a été emmenée à l'hôpital, sous les pierres qui étaient envoyées par ceux qui faisaient une émeute, parce qu'ils voyaient arriver la police et les pompiers, et ils ne voyaient pas que cette jeune fille était en train de mourir. Et elle est morte quelques heures plus tard à l'hôpital. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dès le soir, les deux copines sont allées à la police, brisant l'omerta pour dire ce qui s'était passé. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que toute la France était au courant de ce qui n'est pas pour moi un fait divers, mais un fait d'histoire. Laure, peut-être tu peux expliquer pourquoi tu as écrit La Réputation, puisque finalement les faits vont permettre aux gens qui nous suivent de comprendre le rapport entre vos deux ouvrages. Dans les deux cas, ce sont des filles qui vivent dans une cité et qui ont été brûlées vives comme une sorte de punition par rapport à une règle à laquelle elles avaient dérogé. Dans le cas de Shaina, elle a vécu en amont du meurtre. Elle avait été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans par plusieurs garçons. Et à l'issue de ça, il y avait eu cette réputation de fille facile qui avait été propagée dans toute la cité par les agresseurs. Et 2 ans plus tard, quand elle rencontre un garçon, il s'intéresse à elle en raison de cette réputation. Et quand il apprend qu'elle est enceinte de lui, il préfère l'assassiner pour préserver sa propre réputation à lui. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellée, c'est que vous disiez que dans le cas de Sohane, la France entière était quand même au courant. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne Shaina, et quelque part je ne me l'explique pas, mais ça a été complètement passé sous silence pendant un certain temps. Il y a vraiment eu du mal à ce que ça atteigne les médias nationaux. Il y a eu le Covid aussi qui a pu jouer, mais voilà, il n'y a pas eu, on ne peut pas dire, vous dites dans le livre que toute la France avait entendu parler de Sohane, et pendant tout un moment, ce n'était pas le cas pour Shaina. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens que 8 jours après que nous ayons appris cette terrible nouvelle, j'entends à la radio qu'une marche est organisée par les amis de Sohane avec la mairie. Et donc, moi, je laisse tout tomber pour aller à cette marche. C'est comme ça que j'entre en contact avec la famille et que,
en tant que Ligue du droit international des femmes, à la demande de la famille, nous nous constituons partie civile. Et c'est comme ça que nous sommes partie prenante dans le procès et que nous obtenons, enfin notre avocate Linda Velcuriel obtient que pour la première fois en France, un crime soit considéré comme sexiste. Donc c'est en ce sens qu'on ne pouvait pas oublier un fait qui a fait histoire, c'est ce que je dis au départ. Les raisons pour lesquelles cette petite va être brûlée vive vont être différentes. Mais vous avez raison de souligner que dans les deux cas, c'est parce qu'elles ont dérogé à une règle. Laquelle? Alors en l'occurrence, il y a eu une bagarre entre celui qui va brûler la Sohane et le copain de Sohane. Le copain de Sohane, c'est un noir, un grand costaud. Il y a eu une embrouille à un moment donné, une soirée avec des amis de tous ces petits groupes-là de jeunes. Et au cours de ce duel, en quelque sorte, entre ces deux garçons, eh bien, le copain de Sohane est beaucoup plus costaud et l'autre se fait battre. Pour se venger, il interdit à Sohane de venir sur son territoire, c'est-à-dire la cité Balzac, alors qu'elle habite la cité Bourgogne, qui n'est pas très loin. Et elle n'est pas très heureuse chez elle, parce qu'elle est un peu la souffre-douleur de sa belle-mère. Et donc, elle s'entête à vouloir aller là, parce que ses copines habitent là, et que son seul plaisir, c'est justement de rencontrer ses amis. Et lui, il considère qu'il perd la face, puisqu'il y a une fille qui lui résiste, non pas pour des raisons amoureuses, mais qui ose aller sur son territoire. Qui n'obéit pas aux garçons. Qui n'obéit pas aux garçons. Et elle n'a pas de grand frère. Alors, ce qui est très remarquable, c'est que lorsqu'il organise la punition, il a déjà frappé à plusieurs reprises et devant tout le monde, mais on a l'impression que, bon, personne ne s'étonne qu'un garçon puisse faire une balayette à une fille, la frapper, etc. Mais là, il a dit, je vais faire un truc de ouf. Et il l'annonce à tout le monde, dont ses copains. Ce qui est étonnant, c'est que quand il appelle les amis de Sohane pour qu'elles assistent à la punition, elles ne savent pas encore ce qui va se passer, elles pensent que ça va être comme d'habitude, peut-être qu'il va lui donner une gifle, bon. Il y a une des copines qui a un grand frère, et à elle, il dit « tu viens si tu veux », parce que là, il la respecte puisqu'elle a un grand frère. Donc on voit bien le pouvoir des garçons. Mais ce qui est extraordinaire et qui me semble différent aussi avec ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une grande solidarité entre les deux amies de Sohane et Sohane. Le fait que le soir même, elles vont à la police pour dire ce qui s'est passé et qu'elles témoignent au procès avec un courage extraordinaire en disant « Nono, on l'appelait Nono, était notre ami et maintenant il ne l'est plus à cause de ce qu'il a fait à notre ami », c'est faire preuve vraiment de courage. Donc là, on voit des différences. C'est très ambivalent sur le rôle des filles dans l'affaire de Shaina, parce qu'il y a une de ses amies qui est présente lorsqu'elle est agressée sexuellement, qui va tout de même aussi déposer plainte à la police, présenter son témoignage à la police, mais dans le même temps, elle va aussi perpétuer cette image de fille facile, où elle dit à la policière que Shaina avait cette réputation de fille facile. Et lors du procès, c'est un élément qui est sans cesse rappelé par tout le monde, quoi. Cette réputation ne fait pas de... une catégorisation presque à part entière pour certaines filles à Creil. Alors, si j'entends bien ce que vous dites, l'une des différences fondamentales entre l'affaire Sohane et l'affaire Shaina, c'est que dans un premier cas, on a une affaire de réputation de fille facile, donc qui a trait vraiment à la question de la sexualité des femmes. Et dans votre cas, on a affaire à une question de quoi? D'obéissance, de respect de la domination masculine sur cette jeune fille qui n'avait pas à désobéir à son compagnon et qui, pour le coup, va aller dans des extrêmes de violence pour une histoire de territoire. C'est ça. Mais un point commun, c'est que Sohane était vierge. Elle avait un copain, et il le dit, c'était une fille bien, elle était vierge. Donc cette notion centrale de virginité est déjà là. Alors, le temps long est intéressant. Ça ne la protège pas pour autant. Ça ne la protège pas pour autant. Parce que
la domination masculine, ça n'est pas uniquement ça. Mais c'est vrai que sur la virginité, c'est un aspect que je développe. Alors pour le coup, ça ne concerne vraiment pas que Shaina, même si pour Shaina, ça intervient dans le premier volet, c'est-à-dire celui de l'agression sexuelle, puisque lors de cette agression sexuelle, un des garçons dit « Tiens, on va vérifier si elle est vierge », et c'est là où il la viole en essayant de vérifier sa virginité avec un baume à lèvres. Et qui n'est pas d'ailleurs reconnu par la justice comme étant un viol et qui est déqualifié en agression sexuelle. Mais au-delà de ça, c'est vrai que et c'est ce qui m'a amené aussi à faire le livre, c'est de donner la parole à toutes les autres adolescentes, à beaucoup d'autres adolescentes de Creil qui disent avoir peur de vivre le même sort que Shaina et qui me témoignent de toutes les contraintes au quotidien qu'elles vivent. Et parmi les spécificités du sexisme dans ces quartiers populaires, je crois, il y a effectivement cette injonction à une forme de pureté, de pseudo-pureté, injonction à la pudeur et à la virginité. Et je crois que c'est ça le socle de cette domination patriarcale dans ces endroits. Et c'est peut-être très spécifique et c'est documenté par des sociologues d'ailleurs qui ont comparé plusieurs territoires et qui disent que cette injonction à la virginité ne se retrouve que dans certains territoires. Et il y a aussi cette question de l'honneur, du rétablissement de l'honneur, puisque dans le cas de Shaina, je crois qu'il y a cette phrase terrible qui n'a pas été d'ailleurs répétée, redite au procès, il me semble, finalement, sur plutôt la tuer que d'être le père d'un fils de pute, plutôt aller en prison. Oui, un co-détenu qui aurait entendu le meurtrier dire je préfère la tuer que d'être le père d'un fils de pute. Et dans votre cas, il y a l'affaire de l'honneur blessé par le camarade qui l'a battu, enfin qui l'a emporté au combat, et donc finalement pour rétablir son honneur, on va renforcer sa position dominante par rapport à la femme, qui en plus, elle, va désobéir, donc créant un deuxième, entre guillemets, atteinte, une deuxième offense à son honneur, et il faut le réparer, donc évidemment s'en prendre à elle. Comme si la femme, finalement, était un outil au service de l'honneur du garçon. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est aussi commun, c'est la séparation, une forme de ségrégation entre les garçons et les filles. Il y a le groupe des garçons, il y a le groupe des filles. Les filles ont mauvaise réputation, à part Swan. Elles ont mauvaise réputation parce qu'elles fument, alors qu'eux font du trafic de drogue et sont bien vus parce qu'ils font des cadeaux à tout le monde. Donc il y a cette ségrégation et le temps long est quelque chose d'intéressant. Il y a un temps long, 20 ans, entre les deux affaires, mais il se trouve que nous, notre association, donc la Ligue du droit international des femmes, dès 1982, nous avons eu à gérer une des premières affaires de violence à l'égard d'une fille des cités. C'était l'affaire Leïla Chalabi. Leïla Chalabi était à Meaux, dans un lycée professionnel, une élève brillante, et elle est enlevée par son père et son frère, qui ont un couteau, qui menacent le proviseur et un professeur, et l'enlèvent donc pour l'envoyer en Algérie et la marier. Comme ça fait la une des journaux, les parents prennent peur et ils ne traversent pas la frontière, ils l'envoient chez une sœur à Strasbourg. Donc nous, on organise un contre-enlèvement et on réussit à la sauver. Elle a pu poursuivre ses études, je suis encore en contact avec elle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que garçons et filles prennent position pour elle. C'est par les élèves et les professeurs que j'apprends où elle est. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, vous avez la sensation qu'on ne prendrait plus fait et cause pour ces jeunes filles, que ça a été de pire en pire? Ça a été de pire en pire. Donc on voit, 83, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme, hein, l'année suivante de l'affaire Leïla Chalabi. On en a pas mal parlé ces temps-ci parce que c'est les 40 ans. Et des filles qui participaient à la marche expliquent que c'était mixte et qu'aucun garçon n'aurait osé leur dire quelque chose qui n'était pas respectueux de ce qu'elles étaient. Et elles jouaient un rôle très actif dans l'organisation de la marche. C'était une mixité harmonieuse. 20 ans plus tard, l'affaire Sohan, garçons et filles d'un côté,
Mais elles parlent 20 ans encore plus tard. Et les autres filles osent encore parler à la police, en l'occurrence. Elles osent encore parler à la police. Et là, on voit une solidarité moins grande. Dans l'affaire Shaina, même aujourd'hui, c'est vrai que des garçons que j'ai interrogés remettent en cause sa parole concernant l'agression sexuelle. Tu as un père de famille d'ailleurs qui dit une phrase qui est très, très forte dans ton ouvrage La Réputation. Oui, un père de famille qui dit, alors là ça concerne en général, il parle de sa fille, il dit je préfère que ma fille, que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Ce qui en fait est assez proche de ce que dit de ce qu'aurait dit le tueur. Oui, aussi, certainement. Oui, c'est ça. C'est cette logique-là, effectivement, qui est à l'œuvre. Et c'est vrai que, pour revenir sur l'évolution, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une solidarité de ces garçons. Avant, ce que vous disiez, c'est qu'il y avait un phénomène de génération où les plus jeunes générations s'opposaient aux parents qui comprenaient pas, qui imposaient des mentalités qu'ils jugeaient archaïques, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez désolant de voir que certains garçons perpétuent ça sans esprit critique. Avec cette idée qui a été véhiculée aussi par les politiques de la ville, qui étaient les grands frères. Oui, la politique des grands frères qui a institutionnalisé ce pouvoir masculin. Là derrière. Oui. Et moi, il y a des garçons qui me disent, mais nous, on respecte les filles quand elles ont un grand frère. Voilà. Pour eux, ça leur paraissait normal. Après, je précise quand même que c'est le cas toujours de petits groupes de garçons. Là, ce que je dis, j'ai vu aussi des garçons qui s'opposent totalement à ça, qui veulent aussi que ça évolue. Donc les deux sont présents aussi. Alors, quelque chose qui est très important tout de même, c'est de voir que cette année-là de la mort de la petite Sohane, en fait, il y a deux événements très importants qui vont conduire à l'irruption sur la place publique d'un mouvement qui commençait à naître, qui était Ni pute ni soumise. C'est la marche 2003, donc, qui part de Vitry, justement. Ce mouvement va être attaqué parce qu'on va considérer qu'il stigmatise les garçons. Donc, tout le problème pour les filles, c'est la solidarité avec qui ? Avec la cause des femmes ou avec le racisme ou les agressions dont ils se plaignent de la part des policiers, etc. En fait, c'est dire que le problème que vous posez à l'époque est déjà extrêmement moderne, extrêmement contemporain, puisque c'est à peu près la même question qu'on pose aussi aujourd'hui, à savoir est-ce que critiquer cette domination masculine qui est propre à ces quartiers-là, qui parfois est nourrie d'ailleurs d'intégrisme religieux, c'est victimiser ou désigner du doigt, être raciste en réalité avec les habitants de ces quartiers-là lorsqu'ils sont issus de l'immigration. En réalité, c'est ça qui pose problème, comme s'il y avait forcément une hiérarchie à faire entre les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore plus présent qu'à l'époque ? Vous diriez que c'est encore plus présent que dans les années 2000 ? Non, moi je vais vous dire une chose, c'est que je suis des années 70 quand on a le mouvement de libération des femmes et le premier combat ça a été l'avortement, mais le deuxième ça a été la question des violences. Et la première affaire de viol, c'était une militante du mouvement qui était violée par un noir qui était un assistant d'université. Et donc à l'époque on n'allait pas devant les tribunaux et on décide d'aller le dénoncer dans son quartier. Il y avait des groupes de quartier. Et la réaction, à l'époque, avait été de dire « mais vous allez développer le racisme ». Déjà à l'époque. J'avais répondu « j'en ai rien à foutre qu'il soit blanc, noir, jaune ou quoi, c'est un violeur ». Voilà. Donc, dès le départ, on a ce problème. Ma solidarité, elle est avec qui ? Or, le féminisme, c'est justement... La solidarité est avec les femmes. Bien sûr. Et tant pis si on blesse d'autres. Ils avaient qu'à y penser avant. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui Ni pute ni soumise ? Justement, moi, par exemple, on a fait le 20e anniversaire le 4 octobre et j'ai envoyé un message, puisqu'il y a encore un numéro de téléphone et une adresse mail, mais je n'ai pas eu de réponse. Ils sont endormis, éteints ? Donc je pense qu'il n'y a plus grand-chose, en tout cas. Est-ce que c'est le fait que Fadel Amara se soit investi en politique qui a fait que ça a jeté une forme de discrédit sur le mouvement ? Parce que c'est vrai que c'était un beau mouvement et c'était au moins c'était un mouvement qui parlait, c'était les filles des cités qui s'exprimaient
et qui dénonçait ce qu'elle vivait, ce sexisme spécifique et exacerbé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît compliqué de recréer la même chose. C'est très difficile. Et je me demande aussi pourquoi... Alors, il est un fait en France, de toute façon, changer de parti, c'est très, très mal vu. Quand Giroud avait accepté d'être secrétaire d'État alors qu'elle était de gauche et que c'est Giscard d'Estaing qui lui propose, elle accepte le poste en disant « la cause des femmes ne peut pas attendre qu'on ait un président de gauche ». Bon, donc ça avait été très mal vu. C'est très mal vu quand Fadela Amara accepte le poste. Donc ça joue, mais je pense que ça n'explique pas tout. Et je pense que c'est extrêmement difficile pour les filles des cités d'oser rompre cette omerta. Oui, il y a certainement un conflit de loyauté oui. aussi entre, avec un discours quand même aussi qui existe, et puis il y a une négation. Une forme de racisme et elles doivent. Justement, j'ai trouvé intéressant que dans votre livre vous citiez l'étude de cette sociologue qui étudie donc ces 3 territoires, c'est-à-dire paysans, on pourrait dire. Rural, voilà, oui, bourgeoisie, cité et la bourgeoisie, oui. Et les cités. Et elle met en évidence qu'il y a cette vision de la virginité qui est centrale à ce qu'on attend des femmes. Vous dites dans le milieu rural, c'est ça? Je comprends bien, non, dans le milieu plutôt des périurbains, c'est ça? Des quartiers populaires. Elle dit qu'elle a retrouvé cette injonction-là essentiellement, uniquement dans les quartiers populaires. C'est pour ça que je dis que je cherchais, en fait, moi je dis toujours dans mon livre que les violences faites aux femmes sont partout, dans tous les milieux, dans tous les territoires. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, c'était essayer de voir quelles sont les spécificités propres au quartier, qu'est-ce qui fait qu'il y a un sexisme exacerbé comme ça. Et parmi les éléments, c'est vrai qu'il y a ces études des sociologues qui montrent qu'il y a cette injonction à la virginité qui est très présente et qui conduit, qui est un peu le terreau qui fait qu'ensuite une fille perd entre guillemets sa valeur, est considérée comme n'étant plus respectable à partir du moment où elle ne respecte pas cette règle. Comment vous regardez, vous, Annie Sugier, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé avec Laure, comment vous regardez la réaction des féministes? Alors, c'est un mot un peu fourre-tout, parce qu'il y a différents courants, il y a différents groupes, mais dans la galaxie féministe, comment vous voyez la réaction des courants féministes après la mort de Chayna aujourd'hui? Alors, moi, je n'ai pas vu leur réaction, c'est peut-être l'absence de réaction plutôt. Pardon, il y a 20 ans, Grande Marche, création de Ni pute ni soumise. Voilà. Aujourd'hui, après Chayna. Voilà, c'est ça. Silence. Je pense qu'on ne peut vraiment pas, en tout cas en ce qui me concerne, dire que je ne me suis pas intéressée à la violence dont sont victimes les femmes d'une manière générale, puisque j'ai ouvert le premier refuge pour femmes battues à Clichy en 1978. Donc je suis tout à fait consciente de la généralité, du caractère massif et systémique des violences dont sont victimes les femmes. Mais il y a quelque chose de spécifique dans la régression autour de cette notion de virginité et de domination masculine. Certes, dans le passé, ça existait dans notre société. Mais justement, ce qui nous donne envie de continuer à nous battre, c'est qu'on va vers le progrès. Ce qui est insupportable en tant que féministe, et c'est pour ça que je ne comprends pas leur réaction, c'est la régression. Voilà. Et pour tenter d'expliquer aussi, c'est vrai que il y a probablement pourquoi à l'époque il y a eu plus de réactions parce que il y avait plutôt un féminisme universaliste qui était dominant dans le féminisme et aujourd'hui je pense que le féminisme intersectionnel conduit certaines féministes à avoir peur de stigmatiser les cités. Pourtant le féminisme intersectionnel est un concept très intéressant qui consiste à montrer qu'il y a une accumulation de discrimination. Oui, on est victime de sexisme, on est victime de racisme, voilà. Mais précisément ça devrait justement conduire ces féministes à dénoncer ce que vivent ces adolescentes, puisqu'elles sont victimes de racisme et de sexisme, mais à l'inverse, on a trop peur de stigmatiser et donc on évite de montrer ce qu'elles vivent par peur d'être islamophobe ou d'être raciste. Est-ce que c'est dire, Laure, que c'est une mauvaise lecture du féminisme, ou une mauvaise application peut-être du féminisme intersectionnel, qui oui, consiste à quoi? Faire de la cause antiraciste
disons, l'alpha et l'oméga de la lutte progressiste de gauche, qui conduirait à ne pas regarder certaines violences quand elles sont pour le coup terribles et qu'elles conduisent à la mort de jeunes femmes. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement le paradoxe, c'est qu'alors que le féminisme intersectionnel veut montrer une accumulation de discrimination, là on va privilégier la lutte contre le racisme et cacher, mettre un peu sous le boisseau le sexisme dont elles sont victimes. Et au final, c'est le pire, je trouve, c'est comme ça qu'on les stigmatise, c'est comme ça qu'on les abandonne et qu'on les abandonne au rigorisme religieux et à leur situation. Oui. Après, je tiens quand même à préciser que des féministes se sont quand même emparés de l'histoire de Chahina. Je voulais te poser la question. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu, mais effectivement, si on compare avec ce qu'il y avait eu avec Ni Putes Ni Soumises, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même eu la présence de Laurence Rossignol, universaliste, Laurence Rossignol, voilà, lors des différents procès. Il y a eu la Fondation des femmes, créée par Anne-Cécile Maillefer, qui s'est portée partie civile, et le collectif féministe contre le viol, qui s'est porté partie civile également pour le premier volet de l'agression. Ce qui fait une personnalité et deux collectifs. Voilà. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'imaginer une grande marche pour Chahina ? Il y a eu une marche blanche quelques mois après à Creil. Aujourd'hui, ça semble plus compliqué de l'imaginer, oui. Aujourd'hui, effectivement, on est surtout sur le fait de dire que les violences faites aux femmes sont partout. Je pense qu'on parle quand même plus de féminisme qu'à l'époque de Ni Putes Ni Soumises. Je pense que c'est un sujet quand même, il faut aussi positiver un peu, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent dans les médias, dans la société dans son ensemble. Le mouvement MeToo est passé par là et a permis de montrer l'ampleur des violences faites aux femmes. Donc on peut quand même se réjouir de cette place prépondérante du féminisme. Pour autant, il ne faut pas oublier les territoires où le sexisme est le plus exacerbé. Alors, effectivement, on parle plus de féminisme aujourd'hui. On a eu le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton port en France. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un biais qui est à la fois un biais médiatique, peut-être peut-être un tort des courants féministes actuels, qui consiste à se focaliser sur ces affaires très médiatiques. J'ai presque envie de dire, alors peut-être que vous me contredirez là-dessus, un féminisme un peu bourgeois qui va considérer à aller voir les acteurs de cinéma, les politiques, les personnes de premier plan pour des affaires graves, certes, mais quand on les compare à ce qui est arrivé à la jeune Chahina, peuvent paraître un peu moins, disons, mériter un peu moins la une peut-être des journaux que ces affaires très médiatiques en réalité. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous déplorez quand vous lisez la presse ? Je parle vraiment de la façon dont la presse s'empare de ces affaires. Je pense à ce que Mediapart ou d'autres journaux peuvent faire, de vraiment s'emparer de chaque affaire médiatique. Dès qu'une personnalité de la télévision, du cinéma ou de la politique a des accusations ou des plaintes, on va avoir un feuilleton médiatique à son sujet. Alors, je crois qu'il faut pas oublier que, par exemple, quand on parle de MeToo, c'était des hommes puissants. Et là, on avait beaucoup de mal à faire tomber des hommes puissants. C'est toujours, d'une manière générale, c'est toujours parole contre parole. Donc, le fait qu'il y ait des vedettes ou des personnes connues qui se manifestent contre quelqu'un de connu et qui est la masse, c'est le cas de MeToo, mais c'est vrai aussi, les 343 qui disent qu'elles ont avorté, c'était la même idée, c'était MeToo aussi. Le féminisme, c'est MeToo finalement. Moi, je me souviens que j'avais l'impression d'être seule de mon point de vue, puis tout d'un coup, je vois qu'il y a des gens qui écrivent, des filles qui écrivent des choses, c'est exactement ce que je pense. Donc, le féminisme, c'est ça, c'est MeToo, tout d'un coup, on s'agglomère et on tape sur une cible. Donc ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'on oublie l'horreur. Parce que Sohan et Chahina, c'est l'horreur. C'est qu'on oublie les Iraniennes. C'est-à-dire tout le volet international. N'oublions pas qu'au moment où il y a le meurtre de Sohan, nous sommes donc en 2002, il y a eu 2001, avec les tours. Il y a un contexte géopolitique. Il y a eu 1989 avec l'affaire du voile. L'affaire du voile de Creil, 89. Voilà. Et la loi, c'est 2004. Tout à fait. Donc la commission Stasi, c'est 2003.
Donc il y a à la fois l'international qui va impacter le national, et il y a un national qui est extrêmement virulent, vivant, autour de la question du voile. Quand Fadela Amara dit que l'islamisme, c'est le fascisme vert, elle choque énormément. Et pourtant, c'est vrai, c'est un fascisme. Et quand la sœur de Swann, Kaina, vient avec nous devant la commission Jean-Louis Debray, elle dit « Il y en a qui disent que si ma sœur avait été voilée, elle n'aurait pas été brûlée. » Eh bien, ce sont les lois de la République et non pas le voile qui doivent protéger les filles, dit-elle. Et c'est inscrit dans le compte-rendu de... Donc, il y a, pendant le procès, le mot religion n'est pas prononcé. Mais il y a une ambiance, une atmosphère, comme dirait Keppel. Il y a une atmosphère internationale et nationale qui fait que ça imprègne. Kaina dit aussi que les images qu'on a vues de femmes qui sont lapidées dans le stade en Afghanistan influencent dans la manière dont on peut traiter les femmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que des images de l'histoire passée de l'humanité peuvent revenir à la surface. Et donc quand ce garçon dit « je vais faire un truc de ouf », eh ben, il imagine, comme par hasard, de la brûler. Alors c'est quoi justement, puisque vous parlez de cet acte qui est de brûler une femme, dans les deux cas, ces deux jeunes filles ont été brûlées. Qu'est-ce que, alors je ne sais pas si on peut essayer de disserter un peu là-dessus, mais qu'est-ce que vient faire le feu là-dedans? Qu'est-ce que ça Comme les sorcières, on les brûlait. C'est les veuves en Inde, on les brûlait. Jeanne d'Arc, on l'a brûlée. C'est ce qu'on fait aux femmes de mauvaise vie, aux femmes qui outrepassent leur rôle. C'est une manière de détruire complètement, de faire disparaître. Dans le cas de Swann, je ne sais pas s'il voulait vraiment la tuer ou s'il voulait lui faire peur, mais c'est la terreur, en fait, c'est inspirer la terreur, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté destruction absolue, de faire totalement disparaître. C'est au-delà du meurtre, quoi. C'est au-delà du meurtre. Oui. Et à tel point que d'ailleurs, en ce qui concerne Shaina, on ne sait même pas combien de coups de couteau elle a eu avant, puisque son corps est trop détruit. Donc il y a cet aspect, destruction. Et là, en plus, le meurtrier, c'est comme s'il voulait faire disparaître sa propre faute à lui. Je trouve que symboliquement, il veut privilégier sa propre réputation et il veut faire disparaître sa propre faute d'avoir été avec une fille alors qu'il n'était pas censé être avec cette fille, en regard de sa religion aussi, en regard de son éducation plutôt rigoriste. Mais il y avait eu une autre affaire, c'était l'affaire Gaufrane à Marseille. Elle avait été lapidée. Donc vous voyez bien que ces images venues d'ailleurs influencent. Ces sanctions, en l'occurrence, on peut le dire, qui relèvent d'une religion intégriste, enfin, d'une pratique intégriste de la religion, en l'occurrence l'islam, dans ce cas précis. En l'occurrence, celui qui a commis l'acte, Nono, quand il revient pour l'appel, lui n'a pas fait appel. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, mais c'est son complice, celui qui tenait la porte, a fait appel. Et donc, il est extrait, Nono est extrait et il vient témoigner en disant que son copain n'a rien fait, etc. Il a la barbe. Ah. Il a la barbe. Donc, il y a une intrication, je ne sais pas si on peut dire un rôle, en tout cas, une intrication entre une pratique intégriste, fondamentaliste de la religion et le sort qu'on réserve aux femmes qui outrepassent les règles qu'on leur impose. C'est clair que cette phrase de Kaina disant « si ma sœur avait porté le voile », souvent le voile c'est pour se protéger, parce que le voile c'est une manière de montrer que moi je suis digne. Moi, mon corps, il n'est pas... il n'appartient pas aux garçons. C'est ce que j'ai
constaté aussi, oui, pour le coup, c'est un discours qu'on bien entend cette même beaucoup idée. moins, mais j'ai constaté aussi des adolescentes me disant qu'elles se sentaient obligées de porter le voile pour ne pas être considérées comme une fille facile et pour être Ça émet un respectée. message. Protégée. Pour être protégée, c'est un outil de Protégée. protection et non un outil d'émancipation comme parfois on peut l'entendre aujourd'hui de la part de certaines familles, de la part de certaines féministes. Peut-être un des éléments d'explication du retour du voile, puisqu'on constate quand même qu'il y a Ça, de plus en plus c'est de- incontestable qu'il y a. À l'époque, il y en avait très peu. D'ailleurs, on constate également que le port du voile a tendance à baisser chez les jeunes femmes qui travaillent, qui passaient 20-25 ans, travaillent, sont indépendantes, peut-être quittent également le quartier dans lequel elles vivent et peuvent se sentir peut-être plus libres à ce moment-là, qui n'ont peut-être plus besoin de se protéger, en tout cas de la même façon, par rapport aux garçons avec qui qu'elles fréquentent. Donc il y a 20 ans, 30 ans, si on remonte, même 40 ans, si on remonte beaucoup plus loin, on parlait de féminisme universaliste, on parlait des lois de la République, on parlait de la solidarité de toutes les femmes contre les violences qu'on leur impose, violences patriarcales en l'occurrence. Aujourd'hui, on a discuté tout à l'heure de l'intersectionnalité, de ce que c'est, de la façon dont ça peut être dévoyé, mal compris, mal appliqué en tout cas, et qui revient malheureusement à hiérarchiser les causes au détriment des femmes la plupart du temps. Annie Sugier, comment vous voyez l'avenir du féminisme ? Quand je vois l'horreur de ce qui se passe en Afghanistan et en Iran, je pense que un des combats prioritaires est au niveau international parce qu'on est dans des sociétés mondialisées. Donc on est influencé, on ne peut pas dire ça ne me regarde pas. Et donc notre pire ennemi, c'est des sociétés qui se construisent, ou une idéologie qui construit des sociétés sur l'apartheid sexuel. Donc notre combat actuellement, c'est de faire que la Convention internationale de 1973, qui avait été imaginée pour dénoncer le système inique d'apartheid racial en Afrique du Sud, soit étendue au cas de l'apartheid sexuel. Et je pense que nos ennemis savent pourquoi ils se battent. Et nous ne savons pas pourquoi nous nous battons. Et c'est un combat commun, hommes et femmes, justement, par rapport à un idéal qu'on n'atteint pas toujours, mais en tout cas c'est notre idéal, c'est un idéal de mixité. La notion de mixité, elle est finalement arrivée un petit peu sans qu'on s'en rende compte, à travers la mixité pour des raisons économiques dans les écoles. Mais si vous regardez liberté, égalité, fraternité, on va peut-être ajouter laïcité, mixité n'apparaît pas, fraternité, ça peut être la fraternité, mais je crois qu'il faut être plus clair et que c'est ça que nous voulons. Toute idéologie qui va séparer les hommes des femmes va être un ennemi et ça a commencé à attaquer dans nos quartiers. C'est contre ça qu'il faut se battre et c'est pour ça que ces jeunes filles sont mortes. Je voudrais que vous rappeliez l'une et l'autre peut-être quelques mots sur l'affaire judiciaire et surtout la peine à laquelle ont été condamnés les deux meurtriers. Bon, c'était des procès à huis clos, hein, parce que que ce soit le meurtrier, donc il avait 17 ans et 3 mois, donc les journalistes ne pouvaient pas rentrer dans la salle de l'audience, et on a suivi cette audience de l'extérieur avec ce qu'en disaient à chaque fois les avocats, les familles en sortant de la salle. Le meurtrier a été condamné à 18 ans de prison, avec l'excuse de minorité qui a été conservée. Le procureur avait demandé à ce que cette excuse soit supprimée et ce qu'il soit condamné à 30 ans de prison. La famille, bien sûr, est en colère contre cette décision de justice. Elle aurait espéré une condamnation à 30 ans de prison. Après, mon propos n'est pas forcément de dire que... je ne me prononce pas sur cette peine. Je trouve que c'est compliqué de se prononcer sur une peine décidée par la justice. L'excuse de minorité, elle est rarement levée.
ça se comprend aussi qu'il y ait un regard différent concernant un mineur qui a commis un meurtre qu'un majeur, même si le débat mérite d'être ouvert en tout cas, mais c'est un débat complexe. Là où, en revanche, je pense que la justice a failli, c'est dans le premier volet de l'agression sexuelle, qui a pu ensuite entraîner tout ce qu'on connaît de cette propagation de réputation, etc. Parce que le premier volet, il y a manifestement des erreurs tout au long de la procédure. Ou du moins des failles, un manque de connaissance de ce que peut être la sidération à la suite d'un viol, puisque dès le début, il y a la policière qui souligne que Shaina ne montre aucune émotion lors de sa déposition. Ensuite, le médecin qui écrit que Shaina se déshabille facilement et n'éprouve ni honte ni culpabilité, comme si elle devait en éprouver. Ensuite, il y a la psychologue qui est auditionnée, qui est l'expert judiciaire qui est censé faire le portrait psychologique de Shaina, qui se permet elle-même de délégitimer la parole de Shaina en disant « attention, elle a menti à un moment donné, donc elle peut mentir à nouveau ». Donc là, on a une experte quand même judiciaire qui remet en cause la parole de la victime. Il y a la juge d'instruction qui ne reconnaît pas un viol alors même qu'elle dit qu'il y a bien eu pénétration avec un objet. Donc elle va à l'encontre même de la définition du viol telle qu'elle est mise en place par la justice. Et puis il y a la longueur de l'instruction qui fait que même le procureur lui-même dit que on ne peut pas évacuer l'hypothèse que si le procès avait eu lieu plus tôt, eh bien peut-être que Shaina serait toujours vivante parce que ça aurait coupé court à toute la réputation qui s'est propagée à l'issue de l'agression sexuelle. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait qu'on peut se dire que la justice a failli dans ce premier volet et n'a pas su protéger Shaina. Moi, c'est surtout ça qui m'interpelle. Annie, est-ce que vous pourriez nous rappeler la condamnation dans un premier temps peut-être, et puis les grandes lignes de l'affaire judiciaire ? Alors, dans le livre, on parle à la fois de l'instruction et du procès. L'instruction, c'est même une étape très intéressante parce qu'on a les interrogatoires et on se rend compte en réalité de la complicité de tout le groupe de garçons. Ce qu'on peut regretter, et à la fin, il y a les lettres, le ressenti des deux sœurs, et l'une des sœurs, c'est Waiba, qui parle des zones d'ombre. Le procès s'est limité à considérer que les coupables potentiels, après ça ils ont été condamnés, c'était celui qui a mis le feu et celui qui tenait la porte. Mais les autres, celui qui a aidé à intercepter la jeune fille et les autres garçons qui étaient là, qui étaient au courant, n'ont pas été poursuivis. Donc ça, on peut le regretter. Mais par contre, la justice a été extrêmement ferme sur le principal accusé qui a été condamné à 25 ans de prison... Réclusion criminelle. Réclusion criminelle, voilà. Celui qui tenait la porte avait été condamné à 8 ans de prison. Et il a fait appel, et là, il a été condamné à 10 ans de réclusion. Donc ça a été très dur pour... C'était des majeurs, hein, là, donc on n'a pas eu ce problème-là. Donc l'excuse de minorité ne jouait pas en l'occurrence. Non. D'accord. Bon, Annie Sugier, Lord aussi, merci beaucoup pour cette interview croisée pour Charlie Hebdo. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'un féminicide en France, Sohan, 17 ans, brûlée vive. Annie Sugier avec Linda Veil-Curiel. Lord aussi, tu es l'auteur de La réputation, la fabrique des filles faciles, aux éditions Les Échappés, à acheter donc sur la boutique de charliehebdo.fr. Je vous remercie, mesdames. Merci.